Alors, on va reprendre le cours des présentations. Donc, on va laisser le temps un peu de temps pour que tout le monde puisse rejoindre la salle. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis mon champ de nickname. Alors, c'est pas vas-y, essaye. Hi. Faut mettre la caméra. Ah, faut que je mette la caméra. D'accord. Yes. Ouais. Et est-ce que vous nous, ouais, est-ce que en visio vous nous entendez? Vous voyez bien vous voyez bien l'écran? Ouais, super. Je fais une petite vite. Vas-y, moi, je fais vas-y, montre. Non, mais puis on attend peut-être que ça. Ça va tirer. C'est vrai. Donc, ça marche. Ouais. Ouais, laisse. Ouais. Et le rouge, c'est. Tu vas à droite? Ouais. C'est à droite. Non. C'est le temps de sortir. Hein. Voilà, on va le faire avec la. C'est juste la pointeuse. On appuiera avec la flèche. Ouais. La pointeuse, c'est bon. Ouais, c'est censé marcher. La pointeuse, c'est où, du coup? C'est là. Ça marche avec ta clé USB? Oui. Oui, ouais, ouais. Tout à l'heure, ça a vissé, mais du coup. Je marque, il n'y a pas de piles. Si, j'ai des piles. Ah, mais sinon, on avance avec la flèche. Sinon, j'en ai un qui marche peut-être. Je voulais. Mais ça te dit, je pense que rien. Tu vois, on a un problème technique. On va le faire avec un, deux. Ça marche pas ça. Là, ça marche, hein. Ah, non, mais ça marche. Non, mais attends, c'est ça. Des fois, c'est. Ça, il y a. Ah, mais non, maintenant, c'est pas allumé. Il a gelé l'écran. Un, deux, un, deux. Oui, c'est un, deux, un, deux. Vas-y. Un, deux, un, deux. T'as vu? Tu tires un. Oui, allez. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. Ça marche pas tous les deux. Ah, ça mouille moins. Putain, regarde une caméra si vous voulez. Présente ce qu'on a mis en place cette année concernant le bagage de suivi économique de l'UNMPA sur la réserve naturelle du Val-de-Loup. Donc, on a la chance de travailler pour un milieu naturel sympa. Maxime va commencer par le contexte parce on avait des connaissances historiques sur le site. Et puis après, moi, je présenterai juste modestement les résultats de cette première année 2025 de bagages, de capture de bagages et de suivi télémétrique. Merci, Johan. Donc, on va se présenter. Enfin, Johan, vous l'avez vu, a fait une brève introduction au début du colloque. Donc, moi, je suis Maxime Leloup, je suis responsable de la MPO Bourgogne-Franche-Comté dans l'antenne de la Nièvre et de Lyon. Et puis, bah, Johan, qui est vice-président et qui est général pour la Nièvre. Donc, comme disait Johan, en fait, là, on présente les premiers résultats d'une étude qui est beaucoup plus large, je pense qu'elle va durer 2 ans. Et donc, moi, je vais vous présenter quelques slides de contexte et de pourquoi cette étude. Alors, il y a des choses, je vais aller vite parce que ça a déjà été présenté, hein. On est en Bourgogne-Franche-Comté, puis on a des collègues ce matin de la base Vallée du Doubs, enfin de Saône-et-Loire, qui travaillent sur la base Vallée du Doubs, qui ont déjà présenté des choses. Je tiens à les remercier parce que c'est un peu grâce à eux aussi qu'a commencé cette étude, dans le sens où Johan et d'autres bénévoles de la Nièvre suivaient le DeepNet, on va le voir sur certaines diapos, et avaient plein de questions. Et puis, c'est Alexis, notamment, Révision, dans le 71, qui a commencé à étudier cette espèce en 2022, avec Steve, et puis les sessions de bagages et de pose de balises. Et puis, bah, nous, ça nous a, comment dire, permis d'approfondir les questionnements qu'on avait et voir comment
une étude un peu similaire aurait du sens sur le département de la Nièvre. Et alors là, il y a un premier élément de réponse. Quand on voit la carte de répartition que vous avez vue ce matin de l'espèce, on voit qu'en Bourgogne-Franche-Comté, elle est totalement absente de certains territoires, hein. C'est une espèce qui est classée en danger critique d'extinction sur la partie Franche-Comté, hein, puisque attendez, pas, je me suis trompé. Ça y est. Le principal noyau de population est dans la basse vallée du Doubs. Je ne vais pas revenir sur ce que vous a présenté Alexis. Et on a un gros enjeu, nous, dans la Nièvre, puisqu'on a tout l'axe ligérien, ici, donc la Loire hivernaise, et puis l'Allier, où on a près de la moitié de la population régionale. Donc, avec une estimation à 100-140 sur la Loire et l'Aisne. Et une estimation, là, vous avez les chiffres en haut, de l'ancienne, enfin de l'Atlas de 2012, de 330 à 470 couples à l'échelle régionale. Donc, si on fait un zoom sur la Nièvre, on voit que principalement les zones de nidification se cantonnent à l'axe ligérien et à l'Allier. Et puis, il y a des choses qui se passent là, donc en zone de culture. Donc ça commençait à nous amener des questions. Quelle est la population reproductrice en zone de culture? Quelle est la population reproductrice? On avait déjà des infos, on va les voir après. Sur la Loire, on avait des infos partielles. On n'avait pas du tout de système, on va dire, protocolé, à part des descentes en canoë, etc., qui donnaient des indications sur la densité des populations mammifères. Mais on disait qu'il y avait bien des choses à creuser. Donc là, je suis désolé pour la qualité de la carte qui n'est pas top, mais ça précise ce qui était montré dans la diapo d'avant. Au cours de descente et de suivi des oiseaux des grèves, notamment, on a vu qu'il y avait effectivement une population nicheuse, hein, donc c'est les points rouges qui sont assez éparses, des nicheurs probables, mais du coup, on voulait préciser ça. Donc là, on voit quand même des zones qui se dessinent, hein. Là, on va vous en parler plus amplement. C'est la zone qui est sur la réserve naturelle du Val-de-Loire. Et puis, une zone importante au niveau de l'Allier, là. Et puis, des choses qui se passaient aussi chez les nicheurs, du côté entre Imphy et Decize, ici. Voilà. Alors, en parallèle de ces sites de reproduction, il y avait un suivi et aussi, on en a parlé, il y a plusieurs présentations qui en ont parlé ce matin, des sites de rassemblement post-nuptiaux entre le Tounon. Donc là, Garchi suivi, vous verrez, il y a on vous montrera, puis c'est pas très important de, forcément, vous savez pas où ça se situe. C'est juste que, voilà, il y avait par les bénévoles des différentes associations et de la LPO, des suivis de sites de rassemblement autonomes qui ont été faits depuis de nombreuses années. Là, hein. Ça commence en 2001 et on voyait que certains sites de rassemblement diminuaient. La courbe parle d'elle-même. Alors, du coup, on avait un petit peu du mal à comprendre. Et puis, on a vu qu'on suivait aussi d'autres sites de rassemblement qui, elles, avaient tendance à augmenter. Et donc, quand on faisait le cumul des deux, voilà, on s'est dit, ah, bah, il y a peut-être des reports. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien nos nicheurs qui se rassemblent ici? Pourquoi il y a eu ce glissement? Est-ce qu'il y a eu du dérangement sur cette première zone là, de Garchi-Suisse? Pourquoi maintenant il y a plus de reports? Voilà. On avait tout un tas de questionnements faits d'observateurs de terrain qu'on voulait essayer de coucher sur le papier et puis essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus standardisé, protocolé pour essayer de répondre à ces questions. Alors, on a utilisé aussi des enquêtes, hein, je ne vais pas revenir dessus, on a une présentation ce matin de Jérémy Dupuis sur l'IMAT, mais ce type d'enquête nous a permis notamment aussi de préciser certains secteurs de zones de rassemblement, notamment il y avait des secteurs là qui étaient assez peu connus, hein, sur la Loire amont du côté Nièvre, et donc ça nous a permis de découvrir ces secteurs-là. Et en fait, toutes ces données un petit peu historiques dans différents protocoles ou les données opportunistes ont permis de cibler et de préciser les questions qu'on voulait poser dans le cadre de notre étude. Donc, très brièvement, hein, en fait, il y a énormément de questions secondaires dans l'étude, mais en gros, les deux questions qu'on se posait, ça rejoint beaucoup ce qu'a présenté Amélie ce matin, c'est identifier les territoires et leur rôle tout au long du cycle de vie de l'espèce dans le contexte nivernais. Est-ce que les rassemblements post-nuptiaux, alors maintenant on pourra, je pense que Johan abordera la question, mais on peut commencer à émettre des hypothèses et y répondre.
mais sont bien nos nicheurs qu'on a notamment sur la Loire. Et puis, il y avait aussi un enjeu qu'on n'a pas encore évoqué, hein. Nous, je vais vous le présenter dans les deux diapos qui suivent. On avait l'objet aussi d'établir une stratégie de conservation pour cette espèce. Je ne vais pas revenir sur le statut d'espèce qu'a évoqué Steve ce matin. Mais vous allez voir, on a un territoire avec deux réserves, et pour l'instant, beaucoup de choses qui sont permises sur l'axe nigérien et l'Allier en termes d'activité humaine et qui peuvent provoquer clairement des dérangements pour cette espèce. Donc, plein de problématiques secondaires à ces questions chapeaux. Donc, la taille de population sur la Loire et en culture, les échanges entre le milieu naturel et agricole. Je crois que c'est, pour l'instant, je dis peut-être des bêtises, mais on n'a pas eu beaucoup de présentations d'études en contexte naturel. Là, nous, on s'est astreint à travailler uniquement sur une réserve naturelle nationale et en milieu naturel. Vous verrez des photos par la suite. Voilà les autres questions, les types d'habitats utilisés, les reports en cas de crue. Voilà, je vous passe les questions parce qu'on ne va pas apporter des résultats pour répondre à tout ça. Et la question qu'il fallait choisir, c'était le site d'étude. Clairement, on n'avait pas la force de frappe pour étudier l'espèce sur tout l'axe nigérien et l'Allier. On a fait un choix. Excusez-moi. Alors, on avait regardé ce qui se passait du côté de nos camarades en Saône-et-Loire. On se disait, ah, bah, c'est super, ils ont un APPB en site Natura, ils font des trucs super. À chaque fois qu'Alexis nous en parlait avec passion, on se disait, ah, c'est trop bien, on pourrait qu'on fasse la même chose. Nous, on n'a pas tout à fait le même contexte dans la Nièvre. On a deux réserves naturelles, une réserve naturelle régionale, une réserve naturelle nationale. Mais malheureusement, on a pas mal de dérangements. En fait, il n'y a pas d'APPB qui empêche notamment de débarquer sur les grèves. Excusez-moi. Et du coup, avec des dérangements observés, soit de chiens qui divaguent, soit de canoës qui accostent sur des sites de nidification. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, on va essayer de travailler avec le gestionnaire. Ça aide, on est dans les mêmes locaux. Donc, excusez-moi, on a localisé notre site d'études sur la réserve naturelle du Val-de-Loire parce que ça permettait de répondre aussi à des questions qui se posaient. Voilà. Donc, le choix du site, pourquoi ce site de la réserve? Et notamment, il y a les points du bas qui sont assez importants si vous avez pour idée de mettre en place ce protocole. C'est des choses qui peuvent paraître des fois un peu futiles, mais qui sont importantes de prendre en compte. Donc, pourquoi la réserve naturelle du Val-de-Loire? Petite population résiduelle, qui était connue en partie, hein. L'ancien conservateur nous disait il y a 4-5 couples sur la réserve. Là, cette année, on en avait 13. Oui, on verra. Suspense. Des données historiques de rassemblement, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, bon, des données plus précoces avec des retours prénuptiaux et puis aussi des cas d'hivernage. Et en fait, on ne savait pas si ces oiseaux-là, c'était les producteurs, etc. Et puis, pourquoi on s'est arrêté là? Parce qu'en fait, il y avait des sites qui étaient plus favorables à Charin, c'est-à-dire vraiment dans le sud du département. Mais en fait, pourquoi on s'est arrêté sur la réserve, c'est aussi par rapport à la proximité des locaux, d'avoir des bénévoles, hein, si on met en place ce type d'études avec du bagage, des balises, etc., et que derrière, il n'y a personne pour relire les bagues, ben, ça ne sert pas à grand-chose, on dérange les espèces protégées, etc. Donc voilà, et puis il y avait le soutien logistique de la réserve naturelle du Val-de-Loire, les bateaux, les canoës qui nous prêtent, et puis les salariés. Puis, je vais laisser Johan nous parler des premiers résultats. Ouais, 5 minutes. Voilà, on a vraiment choisi ce milieu-là, hein. C'est quand même des sites agréables pour vous faire une petite idée. On a ces grandes zones de grève. On a également des îlots sableux sur la Loire. Et puis pour se donner une petite idée, ici, en fait, quand on arrive en fin d'hiver, les oiseaux s'installent sur ce qui ressemble à des îles en réalité. Là, on avait un couple nicheur ici, et certains sont sur les grèves. On avait également un couple. On est en proximité, et on le voit ici, d'une zone de maïsiculture. De part et d'autre de la Loire, c'est vraiment le développement de maïs. Et on verra tout à l'heure que nos oiseaux ils vont se nourrir sur ces zones. On voit une grande zone d'arrosage ici. Voilà, donc le choix d'une réserve naturelle. Alors, la mise en œuvre du programme en 2025, donc c'est notre première année. Évidemment, ça demande un petit peu d'investissement matériel et on a des prospections mensuelles à faire, comme le réclame l'école, qui sont faits à la fois en canoë. Donc, on descend le Val-de-Loire
en canoë. Et on a également des prospections qui sont faites de façon visuelle depuis les berges. On a aussi sur ce site-là une assez bonne accessibilité des zones sur pas partout sur la réserve, mais sur une bonne partie des 19 km. On peut avoir des points de vue en accédant à pied, qui était complètement impossible sur d'autres zones ligères. Donc, qu'est-ce qu'on donnait ces comptages mensuels? Eh ben, sur cette zone de réserve, où on était parti en se disant si on a 5 couples, on va être content. On est plutôt sur 13 à 7 couples. Et sur l'ensemble du linéaire qu'on étudie, qui part un petit peu plus au sud ici et qui se poursuit jusque-là, voire même jusqu'au pont, un petit peu plus loin où on va, on est sur 15 à 18 couples. Donc si on prend ce linéaire 15 à 18 couples, ce qui donnerait 0,6 à 0,7 couples par kilomètre, qu'on retrouve dans les données historiques finalement, mais sur la réserve en tant que telle, on est plutôt sur 0,75 à 0,95 couples par kilomètre. Donc, ce qui fait quand même une zone intéressante à étudier par rapport à la densité d'oiseaux qu'on trouve dessus. Et puis, on a des secteurs qu'on a pas mal fréquentés, situés dans Mandragorella, hein, style, avec des reproducteurs, une jolie densité. Là, on nous disait il y a à peu près 3 couples qui se reproduisent. Puis en réalité, évidemment, avec le suivi des bagues, on a un premier couple ici avec un reproducteur qui était bagué, un deuxième couple là. Le troisième couple ici, les oiseaux n'étaient pas bagués. Donc, pas forcément évident de les identifier si on n'a pas de pose de bague et si on n'a pas de vue sur le nid direct. Un troisième couple ici, du coup un quatrième couple avec un oiseau équipé de balises GPS, un sixième couple là, et voilà, en une, deux, trois, quatre, cinq, six, on est à 6 couples sur une zone où on nous en annonçait au mieux trois, avec peut-être quelques individus qui se baladaient. Donc déjà, le fait de poser des bagues sur les oiseaux nous permet de beaucoup mieux identifier les individus, c'est évidemment. Donc, on est à 6 couples sur 1,4 km de Loire, à cet endroit-là. Donc, autant dire, c'est vraiment l'endroit où on a ciblé un petit peu les captures. D'autant plus que j'y reviendrai, une des zones de rassemblement historique, elle est là, exactement à cet endroit. Alors, au total, sur cette année, on a pu faire 2 séances de capture en période de reproduction pour 7 oiseaux bagués. 2 autres séances, 17 et 18 juillet, on a fait juste 2 oiseaux ponctuellement sur des nids. Et on a équipé 2 oiseaux de balises GPS sur cette période de reproduction. Pour ce qui est des quelques données qu'on peut visualiser, déjà, ben, oui, c'est pas une surprise, hein. Les oiseaux sont vraiment, période de reproduction, cantonnés sur leurs îlots. Mais c'est assez. Nous, on était surpris par le fait que vraiment l'oiseau il pas de cet îlot-là pendant la période de reproduction, sauf pour aller s'alimenter pendant la période nocturne. Et une défense des îlots par rapport aux autres oiseaux, ils vont quasiment pas sur les îlots où on trouve d'autres couples. Voilà, ça c'était pour Z37 et une alimentation qui se fait en bord de zones de maïsiculture. Donc, voilà, des déplacements qui ne dépassent pas 2 km pour les zones d'alimentation. Ça, c'est un autre oiseau, Z41. Et pour cet oiseau, même chose. Donc, là, on a attrapé le couple et avec la balise GPS, on a pu voir qu'il se nourrissait. Là, on voit les ronds hein, d'arrosage qui va vraiment se nourrir sur les pourtours de ces zones de maïs. Et puis, des petits déplacements qu'on avait du mal à comprendre, là, c'est sur un bras secondaire. En fait, il y a des travaux à cet endroit-là, avec une zone de forêt qui est dénudée. La forêt alluviale est dénudée pour implanter un nouveau puits de captage de l'eau. Et donc, cet endroit-là, assez dénudé, servait aussi de zone d'alimentation. On a un suivi allégé, c'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement sur les zones de nid. Et on a quand même pu identifier 29 nids avec précision. Et on a essayé d'établir sur ces nids le succès de reproduction.
On a un taux d'échec constaté de 48%, supposé 17%. Et pour les succès, ben, on est à 24% avec 11% d'inconnus. On est, bon, c'est un taux d'échec. Euh, mais j'ai quand même cru comprendre que finalement, on avait davantage d'échecs en milieu naturel qu'en milieu agricole ce matin, si je reprends ce qu'on a vu. Sauf sur les prairies et friches, qui sont légèrement au-dessus que les cultures et les prairies et friches, c'est pas ce type de milieu naturel. Ouais. Et puis, on a essayé de regarder la cause des échecs. C'est des tout petits. Voilà, c'est une première année, hein, donc on n'a pas des chiffres. Là, on est sur 19 nids en échec. Prédation sur les jeunes, prédation des œufs pour 16%, inconnu pour un bon quart, dérangement certes, un quart. D'où l'idée de réfléchir à des mesures de conservation euh, supérieures à ce qui se passe et des dérangements supposés pour 21%. Donc on a la moitié des échecs qui sont très certainement liés à des dérangements directs des oiseaux. Sur les zones de rassemblement, on a pu faire des captures les 16 et 17 septembre. Donc on a capturé que sur ces deux matinées sur le même site, au niveau du pont de Loire, où on a effectivement nos six couples présents. On a pu capturer la première matinée 15 individus, 5 oiseaux la deuxième matinée, avec 19 bagages et un contrôle d'un oiseau qui était déjà bagué. On a posé également deux balises de GPS. Ce qui nous a permis de commencer à suivre de façon intéressante différentes zones de rassemblement. Notre zone de capture sur rassemblement, c'est le Pont-de-Pouilly, là où on a nos sites. Et puis, bah, on a pu regarder où se reportaient les oiseaux avec balises et aller sur les sites. C'est ce que présente le tableau ici, avec les différentes vagues relues sur ces différents sites. Donc, on a des sites jusqu'à 17 km. Là, ça s'est étendu. On a des oiseaux qui sont partis au-delà, vers une vingtaine de kilomètres, pour lesquels on a pu relire d'autres individus bagués que l'individu qui était balisé. Une petite zone de rassemblement tout près, à 3 km. On a retrouvé, on l'avait perdu en 2017, cette zone de rassemblement en milieu agricole. Ça faisait partie des zones historiques de rassemblement qu'on suivait depuis 2001. Et on l'avait perdu en 2017, ben on l'a retrouvé avec un des oiseaux, Z41, qui s'est baladé sur ce secteur et on a pu retrouver une vingtaine d'oiseaux en rassemblement. Donc en fait, le rassemblement était toujours là, mais à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres, et on ne l'avait pas retrouvé jusque-là, malgré nos suivis. Et puis, une autre petite zone de rassemblement ici. Donc voilà, on a 4-5 zones de rassemblement principales qu'on a pu identifier grâce aux oiseaux balisés, mais voilà, il nous manque 5 oiseaux qu'on n'a pas revus. Donc, ils sont très certainement sur le rassemblement publié. Euh, voilà, dans les zones les plus loin, on allait jusqu'à une vingtaine de kilomètres hein, sur ces zones de rassemblement. Et ils vont bientôt terminer avec cet oiseau Z41 qui nous a permis de retrouver donc, le site historique en milieu cultivé, qui est ensuite revenu au pont de Pouilly après capture, et lui qui se balade depuis un petit moment là qui est en train d'étendre les zones de prospection et d'alimentation. Donc il y a sûrement d'autres sites de rassemblement à aller chercher avec le déplacement de cette oiseau. Ça, c'est ce qui nous a laissé pas à l'époque. Oui, oui, des zones de rassemblement qu'on ne connaissait pas pour le moment. Voilà, j'en ai terminé. Une, essayer de. Attends, moi j'ai une question. Oui. C'est qu'est-ce que vous pourriez proposer? Vous n'êtes pas en APPV, qu'est-ce qu'on peut faire?
Tu disais qu'il faut limiter le dérangement. Qu'est-ce Alors qu'on peut là, proposer? on est combien de minutes? Hein? Il nous laisse combien de minutes pour répondre? Vas-y. Non, mais on est en lien avec la DDT 58. On en a parlé pas plus tard que lundi dernier, hein. Donc, on va travailler là-dessus, hein. On pense. Après, le truc, c'est interdire sur la réserve naturelle du Val-de-Loire. Si on n'interdit pas sur tout linéaire, on va protéger notre petit secteur-là, mais je crois que c'est l'ensemble du linéaire sur lequel il faudrait poser des choses. Et Par étapes. oui, on va aller par étapes. Mais on a déjà un APPB flottant pour les sternes, hein. C'est-à-dire qu'on identifie sur le secteur Loire-Allier une sterne nicheuse, et puis on pose des panneaux aux endroits où ces sternes nichent, où on n'a pas d'interdiction d'accès. Là, la petite difficulté, c'est si on a un couple tous les 0,6 km, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il va falloir cibler des endroits où il faudra arriver à une interdiction. Et une mise sous cloche sur une partie de la réserve? Oui, bah, juste pour compléter ce que dit Yann, parce qu'effectivement, on en parle, enfin, on a parlé avec la DDT lundi. Il y a un truc qui est essentiel aussi dans tout ça, puis je pense que vous l'avez bien perçu dans les présentations de ce matin, c'est que là, nous, on se fait les émissaires de la présentation de l'étude, mais en fait, il y a énormément de bénévoles avec nous qui relayent des bacs, on a un emploi de ça, qui est lecture de bacs, etc. On a des personnels de l'OFP qui sont venus baguer avec nous, on a des personnels de la réserve qui sont venus baguer avec nous. Et du coup, ça permet aussi de sensibiliser. Et clairement, ces discussions-là sur la PPB, on les a eues avec nos collègues de l'OFP. Et on a, en fait, pendant des manips, on a eu des constatations de chiens qui divaguaient, qui faisaient s'envoler tout le rassemblement, etc. Donc il y a des choses qui sautent un peu aux yeux de tout le monde là aujourd'hui, qui l'étaient en fait un peu dans les têtes de tout le monde, mais là on a vraiment constaté des choses. Donc après, comme tu disais, Steve, il faut travailler étape par étape. Il ne faut pas tout interdire parce que si on interdit de débarquer sur l'ensemble des grèves et des îlots, on va aller au clash et ça ne va pas marcher, ça va être contre-productif. Mais il y a un vrai travail en ciblant des secteurs. Il me semble que sur une réserve naturelle nationale, on peut essayer d'être un petit peu plus exigeant que sur d'autres territoires et se dire là, si en plus on a cité les enjeux objectivés, puisqu'on a localisé les nicheurs et les rôles pour le rassemblement, etc., on peut aller dans des stratégies de la réglementation assez fortes. En ligne, oui, la parole. Bonjour à tous. Donc, Amandine Teyou et Naomi Kuro, on est de la LBO en Dordogne et on est là pour présenter les résultats des analyses des balises GPS que l'on a posées sur les ETICNEM depuis 2022 au travers de deux stages, celui de Camille Goffin en 2023 et de Julien Merle en 2025. Bonjour à tous. Donc pour contextualiser un peu notre étude, donc on se situe en Dordogne. Donc, là, vous pouvez voir sur la petite carte, c'est dans le sud-ouest de la France. Et comme vous pouvez le voir à cette carte des habitats, on a un département qui est plutôt forestier. Mais au-delà de ça, on repère deux zones. Donc au nord du département ici et au sud, deux zones ouvertes de plaine agricole. Et donc c'est sur ces deux zones-là qu'on va retrouver les EDICNEM. Il y a eu un petit souci avec la photo, mais ce n'est pas très grave. Ça montrait en fait la répartition en 74 des EDICNEM en Dordogne. Et donc en comparaison aux données actuelles, on voit que les noyaux historiques sont toujours présents sur le département. Et c'est donc sur ces deux zones-là qu'on a décidé de développer le programme, parce qu'en fait, on connaissait la présence de l'espèce, mais on n'avait aucune idée en fait, du nombre de couples qu'il y avait et de leur répartition enfin, de la zone. Donc, notre première zone d'étude, c'est le plateau de Faux-Issigeac dans le sud du département. On a commencé par ce plateau-là en 2021 pour plusieurs raisons, mais principalement parce qu'on avait pas mal de données sur le secteur et pas mal de bénévoles présents. Le seul souci étant qu'on n'avait pas réellement une idée du nombre de couples sur la zone, ni la répartition vraiment sur le secteur. Donc on a commencé ici avec une zone d'étude qui fait à peu près 4000 hectares, avec un
plateau céréalier assez diversifié pour le coup, donc avec pas mal de tournesol, mais aussi du pois chiche, des lentilles, du sarrasin. Et on retrouve aussi un bon maillage de haies, de bancs enherbés, de jachères et de prairies sur ce plateau-là. En comparaison, à notre deuxième zone d'étude, le plateau de Verteillac, donc au nord du département, qui lui est un plateau qui est, on va dire, plutôt d'agriculture conventionnelle. Donc on a des beaucoup plus grandes parcelles et qui est beaucoup moins diversifié en termes de culture. On a surtout du tournesol et du maïs. Et on a, donc, comme je disais, des grandes parcelles et avec beaucoup moins, enfin très peu de haies, de bandes enherbées, même s'il y en a encore qui persistent un petit peu. Donc c'est sur ces deux zones-là qu'on étudie les œdictèmes. On suit à peu près 25 couples sur chacun des deux plateaux, donc au total 50. Et depuis 2022, on a pu poser 6 balises GPS, donc 3 balises par plateau. Et donc, grâce à ces balises GPS, ça nous donne un peu une idée des déplacements des œdicnèmes pendant la période de nidification. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de déplacements, beaucoup de données. En fait, on reçoit en période de nidif à peu près une donnée toutes les 5 minutes. Donc ça fait un jeu de données brut qui est assez important. Et donc, pour exploiter ça, on a dû faire un tri, notamment pour enlever en fait toutes les données qui peuvent être un peu anecdotiques. Donc là, on voit un peu des tracés comme ça qui sont souvent liés à des dérangements de l'espèce ou des fois aussi à des soucis avec les balises GPS. Donc pour ça, on a utilisé la méthode du kernel pour justement enlever ces points un peu extrêmes et donc avoir une idée du domaine vital des individus. Le domaine vital, c'est en fait les zones où va se rendre les œdicnèmes quotidiennement pour chasser, pour le repos, pour l'alimentation et pour la reproduction. Donc là, on a un petit visuel sur en quoi ça peut ressembler pendant la période d'incubation, son domaine vital. Donc suite à ça, on s'est posé une question une fois qu'on avait justement l'occupation d'un individu dans la période de nidif. On a cherché à comprendre comment est-ce qu'il choisissait sa parcelle en s'intéressant à différentes variables. Donc, on a choisi ces variables compte tenu des exigences écologiques de l'espèce. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est la surface de la parcelle, la distance à un nid, là on a mis 2022, mais à un nid des années précédentes, le recouvrement caillouteux qu'on a calculé grâce à ce coefficient, et on a aussi calculé le vallonnement de la parcelle, qu'on a calculé avec des profils altimétriques et qu'on a catégorisé en 3 catégories différentes. Donc, soit la parcelle est catégorisée comme plate, soit vallonnée, soit très vallonnée. Donc ça, c'est pour répondre à la question, qu'est-ce qui va influencer le choix de la parcelle. Et ensuite, on a voulu aller un peu plus loin. On a voulu comprendre, une fois qu'il a choisi sa parcelle, où est-ce qu'il va s'installer dans sa parcelle, quelle variable va influencer ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a positionné un buffer au centroïde des parcelles, donc là que vous pouvez voir. Et donc, le buffer, c'est la surface équivalente au plus grand domaine vital qu'on a calculé pour un individu. Donc, ça ressemble à ça. Et au sein de ce buffer, on a du coup caractérisé les paysages, enfin, le paysage. Et donc, on a utilisé 3 variables. On a utilisé la surface en bois, en haie et la surface de bâtiment. Et je vais laisser les résultats pour avancer. Donc, effectivement, je vais vous présenter les résultats. Si je récapitule, en gros, on a des domaines vitaux pour plusieurs individus, des domaines vitaux sur plusieurs années, on a des caractéristiques des parcelles et des descriptions de paysages. Donc, notre méthode, ça a été de se mettre dans la peau d'un œdicnème criard, c'est-à-dire quand on arrive sur cette zone qui est une zone d'étude sur laquelle on travaille, qu'est-ce qui fait que je vais choisir cette parcelle plutôt qu'une autre? Donc, comme l'a dit Naomi, on a utilisé plusieurs variables, je ne vais pas les reciter ici. Et ce qui est ressorti au niveau statistique, c'est que la variable recouvrement caillouteux avait un effet positif sur l'installation des œdicnèmes criards dans les parcelles, certainement lié à la biologie de l'oiseau. C'est un oiseau plutôt des milieux steppiques, donc ouvert et caillouteux. Et puis aussi, ça permet de camoufler ses œufs.
La deuxième variable qui ressort avec un effet positif, c'est le ballonnement. Là, peut-être lié à son comportement de cover-guetteur, où le guetteur est toujours un petit peu surélevé, et ce qui lui permet de voir le danger arriver de n'importe quel côté de la parcelle. Et puis, la troisième variable qui ressort, mais cette fois-ci avec un effet négatif, c'est la surface des haies. C'est-à-dire que moins il y aura de haies dans la parcelle, plus l'oiseau va avoir tendance à s'y installer. Une fois qu'on a choisi la parcelle, comme l'a dit Naomi, l'oiseau va choisir maintenant où installer le nid dans cette parcelle. Et là, on a pris comme variable la distance aux habitations, à la route, au point d'eau, aux limites arborées et à la bordure de parcelle. Et ce qui ressort ce coup-ci pour l'emplacement du nid, c'est la limite arborée avec un effet positif, c'est-à-dire que plus la limite arborée sera loin, plus le dicnème aura tendance à installer son nid. Donc là, toujours pareil, certainement pour voir les prédateurs arriver, puisque c'est une espèce qui niche au sol qui est impactée par la prédation. Donc ça, c'était le stage de Camille. Et puis, on a accueilli cette année Julien Merle. Et là, on a voulu travailler sur les domaines vitaux, la taille et la localisation des domaines vitaux, et qu'est-ce qui a influencé cette taille et cette localisation des domaines vitaux. Donc, on s'est posé la question, vu que le Dicnème criard est un oiseau nocturne, est-ce qu'il y avait une différence entre l'activité jour-nuit qui influençait la taille du domaine vital? Pour travailler sur ces données, on a sorti les données proches du crépuscule, c'est-à-dire quand les oiseaux commencent à être en activité avant la tombée de la nuit, et quand ils sont encore en activité après le lever du jour, pour que ce soit un petit peu plus tranché au niveau des comportements. Et on se rend compte que le domaine vital de nuit à droite est plus grand que le domaine vital de jour à gauche, certainement lié au fait que la nuit, il va aller sur ces zones d'alimentation pour s'alimenter. Si on regarde un petit peu au niveau spatial ce qui se passe, on a l'enveloppe des domaines vitaux de jour en bleu, qui sont compris dans les enveloppes des domaines vitaux de nuit en rose. Donc, le domaine vital de nuit est plus grand que le domaine vital de jour. Et si on regarde en bas à gauche, on a pour certains individus une deuxième enveloppe qui apparaît, qui correspond certainement aux oiseaux qui changent carrément de parcelle pour aller s'alimenter la nuit. Et ce changement de parcelle est une habitude qu'il a, c'est-à-dire qu'il va faire ça toutes les nuits. Une fois que l'on a regardé par rapport à la différence jour-nuit, on a voulu savoir si la différence du statut reproducteur influençait aussi la taille du domaine vital. Donc, on a regardé en incubation et en élevage des jeunes. Et on se rend compte également que le domaine vital dans l'incubation est beaucoup moins important que le domaine vital au moment de l'élevage des jeunes. Et pour ça, on a aussi sorti les données proches de l'éclosion, enfin 2 jours après l'éclosion, puisque les poussins sont assez proches, restent autour du nid sur ces périodes-là. Donc, certainement que cette taille de domaine vital varie parce qu'au moment de l'incubation, l'oiseau est très attaché au nid. Et puis, au moment de l'élevage des jeunes, il va être attaché au poussin, mais ces poussins vont être mobiles et donc ils vont bouger sur les zones d'alimentation et ils vont revenir aux poussins pour les alimenter. Si on regarde ce qui se passe au niveau spatial par rapport à l'incubation versus élevage des jeunes, donc on voit que l'enveloppe domaine vital de l'incubation est assez restreinte et se trouve autour du nid. Pour les enveloppes domaine vital élevage des jeunes, pour le coup, ils vont un petit peu se décaler du nid. Et on voit que sur ces 2 individus, en tout cas, il y a 2 enveloppes qui se dessinent. Alors là, on n'est pas allé jusque-là parce que voilà, vous allez voir la conclusion qu'on manque quand même un petit peu de données. Mais c'est certainement lié, on l'a vu ce matin, à l'âge des jeunes. Et en fonction de l'âge, ils vont de plus en plus s'éloigner de la zone de nidification. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur photo aérienne pour comprendre un petit peu ce décalage des domaines vitaux, on a le domaine vital de l'incubation en orange, donc autour du nid,
Et puis les zones d'élevage des jeunes, de domaine vital d'élevage des jeunes, on se rend compte ils se décalent un petit peu vers les bordures de parcelles, là où il y a des bandes enherbées, des fossés, aussi des haies pour aller en pied de haies, s'alimenter, certainement. Et puis aussi dans des parcelles qui bordent les zones de nidification, où là c'est de la prairie, des jachères, et puis des jardins aussi de propriété privée. Donc, ce dernier résultat est assez intéressant pour nous puisqu'on travaille beaucoup sur des programmes agriculture et biodiversité. On accompagne beaucoup d'agriculteurs et on se rend compte avec ces résultats que les zones non productives sur les parcelles et notamment en plaine céréalière sont très importantes pour les dizaines criards. Et ça va nous permettre un petit peu d'orienter les mesures de conservation dans les années à venir. Euh, Si je récapitule pour conclure, si je suis un Oedicnum criard, je passe l'hiver au Maroc et que j'ai prévu de revenir sur ma zone de nidification, il va passer une annonce sur le Bon Coin et il va rechercher à ce moment-là une parcelle caillouteuse, vallonnée, avec vue dégagée, si possible proche des parcelles de l'année précédente et à proximité de bandes enherbées, fossés, jachères ou prairies. Et donc, pour conclure, on tient juste à dire que c'est un travail qui reste préliminaire. On a un gros travail à faire pour améliorer la robustesse des analyses de stats, notamment en augmentant notre jeu de données qui n'est pas très important, mais qu'on pourra augmenter, notamment en mettant en commun avec d'autres secteurs comme en Poitou-Charentes, où ils ont un contexte agricole qui est assez similaire au nôtre. Ce qui peut être assez compliqué, c'est qu'il nous faut un individu balisé qui réalise sa période d'incubation complète et que les jeunes aillent jusqu'à l'envol. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même assez compliqué pour les édignums, surtout au niveau de la prédation. Donc voilà. Mais, euh, mais le but, enfin, ce travail un peu préliminaire nous permet quand même d'avoir des indications sur les besoins écologiques de l'espèce et ça va nous permettre d'axer et de proposer des mesures concrètes aux agriculteurs de préservation pour l'espèce. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais à droite. Est-ce que vous avez 5 ans? C'est pas possible, ça soit si Oui, c'est bon. On en discutera un peu plus tard, je pense, mais du coup, au niveau de la sélection de l'habitat, vous avez fait une sélection individuelle. Enfin, comment ça s'est passé? Vous avez regardé l'ensemble des nids, enfin, quelle analyse il y a derrière, en fait, pour les préférences. C'est juste, est-ce que vous avez vu qu'il y a 3 points? C'est le qu'il y a tout ça, il y a Alors, 3 individus depuis plusieurs années. on a 6 individus balisés et on a plusieurs années, puisque les premières balises, on les a posées en 2022. Ouais. Mais on a regardé vraiment individu par individu par rapport Et au. c'était une sélection individuelle. Alors, c'est une sélection sur les domaines vitaux de chaque individu balisé, Mhm. sur chaque période de nidification, quand on a la chance d'avoir plusieurs périodes de nidification pour un individu. Et après, on a compilé le tout pour faire les analyses. Et c'est la sélection, ratio de sélection. Ou c'est ça doit. Ouais, je saurais pas. Ouais, ok. Et vous avez des nids, c'est de manière à Alors, oui, oui, pardon, ok. Pour l'emplacement du nid au sein de la parcelle, on a créé des faux nids. Voilà, et pareil pour les emplacements les choix des parcelles, vous avez pris des parcelles aériennes. On a fait un échantillonnage sur des parcelles favorables et effectivement, on a décrit sur chaque parcelle favorable. Et dans ces parcelles favorables, il y avait des parcelles utilisées et des parcelles non utilisées. Effectivement, sur l'emplacement du nid, il y a des faux nids qui ont été créés pour pouvoir savoir effectivement qu'est-ce qui a influencé le fait de poser son nid ou pas. Oui, oui, pardon. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre présentation entre tout et la nôtre, c'est une démarche différente. Ce sont des résultats presque identiques. Pour vous, vous êtes sur des terrains ouverts,
Nous, on est dans des friches industrielles avec comment dire, une pression de l'urbanisme du photovoltaïque énorme. Donc, je pense qu'il y a dans les deux directions, il y a beaucoup à développer. On pourrait éventuellement échanger par la suite sur ce domaine. Avec plaisir. D'autres questions? Alors, il y a une remarque dans le chat pour dire dans le 17, en Charente, je pense, maritime, les résultats sont inverses. Donc, quelque chose d'assez intéressant peut-être à creuser. Et une question d'Abus qui demande si la taille des parcelles si les grandes tailles de parcelles sont un frein à la reproduction. Alors, un frein à la reproduction, je sais pas, parce qu'on est sur deux zones qui sont à peu près similaires en surface et on a à peu près le même nombre de couples. Mais justement, la comparaison des deux zones serait intéressante, mais malheureusement, pour l'instant, le jeu de données n'est pas assez robuste pour ça. Il faudrait vraiment démultiplier soit la pose de balise, soit enfin, la pose de balise sûrement. Donc là, c'est encore compliqué de voir ça. Et Charente-Maritime, oui, ben, faudra qu'on compile les données pour répondre. Et juste, je voulais ajouter, Steve qui me disait effectivement, sur les premières analyses, on a utilisé la méthode Kernel 95 et sur les dernières, c'était 50. Ouais, c'était un choix de notre stagiaire, donc c'est pour ça que ça fait des zones aussi très restreintes. Ouais. Voilà. Ah, c'est donc l'heure Atlantique, oui. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as une petite caméra? Alors, on peut essayer, c'est pas sûr que ça fonctionne. Si, on te voit. Ah, attends. Ouais, on sait pas réduire la taille de mon truc, là. On sait faire ça. Tu veux réduire? Ça. Non, on sait pas réduire. Tu veux réduire quoi? On peut bien réduire. On sait bien réduire, ouais, c'est pas grave. Ok. C'est à toi. Ok, merci bien. Donc, bonjour à toutes et à tous, Frédéric Legnaud de la LPO Loire-Atlantique. Donc, on va voir ici l'espèce sur un département en limite d'aire de répartition, une espèce qui n'était pas très connue par chez nous, avec un petit focus également à l'échelle des Pays de la Loire pour présenter le contexte. C'est toi qui fais le passage de Oui, bah oui, slide. oui. C'est quoi qui fait? Ah. Ouais, merci. Donc, par rapport au contexte en Pays de la Loire, donc il y a des plaines agricoles qui accueillent des espèces à forte valeur patrimoniale, comme l'outarde, les busards ou encore le dicnème, avec une proportion de la population nationale nicheuse non négligeable, ce qui nous a amené en 2023 à créer le projet Oiseaux de plaine, lancé sur le dicnème et les busards pour venir renforcer le suivi en période de reproduction et intégrer bien sûr le réseau national pour venir renforcer un peu les analyses et les jeux de données. Donc avec différents financements comme le The Event ou encore des financements régionaux. Pour vous présenter un petit peu, alors juste je reparle juste sur la diapo d'avant, voilà, pour se rendre compte un petit peu du nombre de couples suivis. Ça c'est le résultat de 2024 avec 7 couples en Vendée, 6 à 11 en Sarthe. En Mayenne, il y avait 4 couples suivis. En Maine-et-Loire, 51. Et en Loire-Atlantique, 11 couples. Voilà. Donc, plusieurs opérations de bagages ont pu être menées sur différents départements. En 44, 49, en 72 également, que j'ai oublié de rajouter sur la diapo. Et en 85, avec de la pose de balises en Anjou, dont en 2024, 3 individus avaient pu être équipés et sont toujours suivis actuellement. Ici, vous voyez la carte des déplacements en période de reproduction d'un individu et du même individu également sur sa période de migration jusqu'au sud de l'Espagne, ce qui permet de venir renforcer
les analyses statistiques et les cartes qu'on a pu voir en début de matinée. Donc ça, c'est des résultats très intéressants qu'on aimerait bien déployer, je pense, sur d'autres départements en Pays de la Loire. Lorsqu'on fait un focus à l'échelle de la Loire-Atlantique, donc là on se retrouve en limite d'aire de répartition, l'espèce est présente sur la partie est du département, et c'est une espèce qui était peu notée, je pense, sur les bases de données par les ornithologues locaux, globalement, et en fait sur l'évolution des poinces, donc c'est les données toute saison que vous voyez évoluer entre 97 et 2025. Il se cache potentiellement deux phénomènes. Celui où on parlait de plus en plus de l'espèce un peu ces dernières années avec quelques suivis ponctuels, ce qui a amené les gens à un peu plus noter l'espèce sur les bases de données, mais potentiellement sur des communes où certaines personnes nous avaient certifié que l'espèce n'était pas présente avant et elle commence à le devenir, donc potentiellement un déplacement de l'aire de répartition de l'espèce. Ce qui fait de ce département euh, un enjeu en fait vis-à-vis du déplacement de l'aire de répartition. Par exemple, en 2024, lorsqu'on a commencé le PNO, nous, concrètement, en Loire-Atlantique, on a créé un tiers des données, en fait, juste en 2024, de ce qu'il y avait sur la base. Je vous présente brièvement les résultats de la saison de reproduction de 2025, où on a pu suivre 7 couples sur 2 zones d'études. Une zone d'études avec 3 couples, principalement en milieu agricole céréales, et l'autre zone avec 4 couples, séparés en vignes et céréales également. Contre 11 couples, par exemple, en 2024, donc certains n'ont pas été retrouvés cette année. Mais on regarde également ce qui se passe à côté, enfin juste en limite des zones d'études pour voir si on n'a pas justement loupé un couple qui était installé en limite de zone d'études et qui a pu se déplacer l'année d'après, ce qui nous a permis de comptabiliser 9 autres couples qu'on a pu suivre dans une moindre mesure parce qu'on n'avait pas forcément le temps, mais au moins on en reparlera après, de faire une pause de balisage et de prévenir l'exploitant. Donc on a pu suivre 8 nids pour 7 couples avec une ponte de remplacement, ce qui a donné un succès, 4 échecs probables principalement dus à de la prédation et un inconnu, et qui a amené à produire donc un jeune à l'envol. Dès 2024, on a pu mettre en place des actions de protection, donc c'était une première pour nous. On a quand même pu se faire aider avec des collègues de département qui avaient l'habitude de faire ça un petit peu avant. Donc du balisage classique avec les jalons, mais également du détourage de nid. Donc là, c'est forcément être un peu avoir fait de la communication auprès de l'exploitant agricole. Donc là, on a eu une opération qui s'est vraiment très bien passée. On voit sur les 2 photos du dessous un détourage de nid sur à peu près 4 mètres sur 4. Donc là, l'exploitant a bien voulu regrouper différents travaux agricoles qu'il avait prévu de faire dans la semaine. Il a pu les regrouper en une journée pour minimiser le dérangement du couple. On avait un peu peur avec le changement un peu brutal là, de végétation et d'assolement que le couple abandonne. Mais le lendemain, le couple était sur place, il y avait un couveur et on a pu observer un jeune à l'envol. Donc là, c'était vraiment un super succès d'action de détourage de nid et de communication derrière auprès des exploitants pour montrer quelques exemples. Cette année, c'était simplement des nids balisés en zone d'étude, mais également en dehors, ce qui a permis quand même de pouvoir préserver euh, quelques nichés. Globalement, on observe, nous, une bonne, une bonne, enfin, c'était bien reçu par les exploitants agricoles, mais on se rend compte que c'est quand même un travail de communication vraiment long, donc il faut faire du porte-à-porte, qui est un gros boulot de communication pour créer un réseau d'exploitants, d'exploitantes qui puissent ensuite nous prévenir s'ils retrouvent des odycnèmes sur leur parcelle en repro, mais également en rassemblement. En 2024 et 2025, donc cette année également, Lily Houguet et Elisabeth Guérin ont pu faire le stage sur le suivi de l'Oedicneum criard en Loire-Atlantique et essayer de voir un petit peu des facteurs d'influence. Donc là, c'est des thématiques dont on a déjà parlé aujourd'hui et qui pourraient être très intéressantes à mutualiser, parce qu'avec le nombre de couples qu'on a, le jeu de données est encore un petit peu léger, mais on essaie déjà de dégager quelques tendances, de faire des relevés d'habitat sur les parcelles occupées, mais également des parcelles d'absence, des parcelles favorables où le dictème aurait potentiellement pu s'installer, essayer de dégager des tendances sur des facteurs qui pourraient
influencer à l'installation en fonction du type d'assolement. Donc là, vous voyez par exemple des exemples de relevés d'habitat en fonction de quelques types d'assolement. Et sur la diapo d'après, on a également montré, enfin, utilisé quelques variables. Donc là, on reparle des haies, des distances minimales aux haies ou distances minimales aux routes. Donc là, on voyait par exemple que 75% des couples s'installent à plus de 50 mètres d'une haie et à plus de 115 mètres d'une route. C'est des métriques qui nous permettent aussi de mieux répondre à des sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses sur vis-à-vis de mesures compensatoires où de temps en temps on n'a pas forcément beaucoup de billes pour donner un avis sur telle ou telle parcelle qui pourrait être favorable ou non aux EDICNEM. Donc on serait vraiment nous contents de pouvoir partager les jeux de données, homogénéiser aussi des protocoles de relevé d'habitat ou pour pouvoir faire des analyses à plus grande échelle et entre différents départements. En ce qui concerne le bagage, on a pu démarrer dès 2024 avec 4 individus bagués, 3 adultes et un poussin. Et à notre grande surprise, on a pu faire donc 50% de contrôle, deux contrôles d'individus cette année, un en bagage avec un individu qui avait déménagé de 700 mètres. Là, ça nous a quand même bien permis de mieux dénombrer le nombre de couples parce qu'on pensait pas du tout que c'était ce couple-là. Et finalement, il a déménagé d'une vigne jusqu'à une parcelle de plantes aromatiques 700 mètres plus loin l'année d'après. Et un autre individu qui a été contrôlé sur la même parcelle exactement par rapport à l'année dernière, un contrôle visuel en début de saison. Est-ce que tu as la diapo d'après? Attends, j'ai un petit bug. Ok. Et donc on aimerait bien pouvoir intégrer également le suivi par balise l'année prochaine ou celle d'après pour essayer d'avoir des résultats un peu plus solides et faire des analyses un peu plus poussées, bien sûr. Et enfin, pour terminer, enfin, d'autres actions de suivi et surtout de communication. Je ne sais pas si la vidéo fonctionne. Elle va fonctionner. Ok, ça marche. Je lance. Hein, Ok. hein. Donc un piège photo qu'on a pu mettre dans des vignes pour suivre un petit peu le comportement d'un couple. Là, ça nous a quand même beaucoup appris par rapport à la fréquence aussi de passage du tracteur, les réactions des individus. On a pu voir un cas de tentative de prédation, probablement un mustélidé, et la réaction des individus face à ça, et surtout de la communication donc par rapport à l'exploitant. Donc on diffuse nous des plaquettes, donc ça parle un petit peu aux exploitants exploitantes, mais principalement ils ne connaissent pas l'espèce. Là, montrer une vidéo de voilà, il se passe ça en fait sur votre parcelle tout de suite, ça a eu un autre effet. Donc on Hein, espère pouvoir continuer ce genre de communication je viens. pour sensibiliser un petit peu plus le réseau du monde agricole. Ouais, Frédéric, attends, je règle ce petit souci. On a un pop-up qui nous. Bon, je suis à toi. Je te mets. Je relance. Ah, connexion de données. On s'en fout ça. Voilà. Tac. Enfin, qu'est-ce que c'est? On a un petit problème de pop-up quand on veut lancer ton. C'est pas très grave, faudra juste imaginer une vidéo une petite compilation du couple dans Ouais. les vignes avec des interactions donc entre le mâle, des relais au niveau du nid, euh, ce genre de choses. Bon, c'est vraiment juste pour de la communication. On a pu voir quelques Alors, autres vidéos dans d'autres présentations. je vais essayer de la mettre pendant que je suis sûr qu'il y aura une ou deux questions. Je vais la faire passer Oui, avec ton. donc voilà. Et pour terminer, donc là, on a commencé les suivis en rassemblement avec des données historiques. On a pu prendre le temps, là, juste ces derniers jours, de retourner dessus. Donc là, on a un peu plus de 300 individus sur 6 rassemblements. Donc il y en a sûrement d'autres. Et on a hâte de mettre en place un suivi de façon un peu plus pérenne sur les rassemblements et un petit peu plus facile aussi de motiver les bénévoles, je pense, sur les rassemblements qu'en période de reproduction, où l'espèce n'est clairement pas facile à suivre. Voilà, donc merci de votre attention et merci pour toutes les présentations, en tout cas très très intéressantes tout au long de la journée. Et on serait vraiment content de pouvoir participer à d'autres thématiques de stage à grande échelle, par exemple. Merci. Je vais essayer de mettre la vidéo là. En attendant, s'il y a des questions.
On a besoin de vous pour d'autres questions. Allez, Sur le chat, non. là-bas. C'est sûr qu'il y en a une. Alors, c'est une question pour Alto, mais c'est pour l'ensemble de la salle. Le détourage de nid comme ça fait par un agriculteur, c'est quelque chose que je trouve assez exceptionnel, sur lequel on a tout buté en Alsace. Je voudrais savoir si c'est des choses qui se font à travers la France, si vous arrivez à obtenir ce type d'accord de la part des agriculteurs. Les personnes qui ont des comme similaires. Euh, on va rester en Grand Est. Donc, nous, dans l'Aube, on a eu deux cas de détourage sur des parcelles en terre précédant pommes de terre. Donc, installation du nid et pour ceux qui connaissent ça, la technique plantation de pommes de terre en grande culture, on décompacte l'intégralité de la parcelle, on passe la fraise et on fait des buts et on met les pommes de terre. Et donc, sur ces deux nids-là qui étaient concernés par le même exploitant, donc on a balisé. Donc, Steve nous avait conseillé de faire un carré de 6 mètres par 6 mètres en mettant le nid à peu près au milieu de la parcelle. Donc, on a jalonné en forme placette là. Et sur ces deux nids, on a un nid en échec le lendemain, donc prédation, et le deuxième nid par un succès de reproduction avec jeune à l'envol. Merci pour la vidéo. Merci beaucoup, Frédéric. Comment je lève ça? Reste avec la vidéo, avec le modérateur. Puis à vous. C'est bon. Oui, oui. Oui, ça. Lancer, tu peux être ici. Donc, bonjour à tous, Francis Cabellifond, je suis directeur territorial de la LPO en là. Et on vient vous présenter en quelques diapos le début d'un projet. Un projet de plan de conservation Eudicnem-Criard. Voilà, oui. Donc, le projet qui est merci. Un projet qui est né en regardant un petit peu ce que les voisins rhodaniens avaient fait et en disant, en fait, nous, on a aussi des Eudicnem dans le département. Et on ne les protège pas et on ne sait pas où ils en sont en fait. On n'a aucun suivi de population. Et puis après, on a eu l'enquête climat, comme tout le monde, qui a un petit peu relancé l'état des connaissances sur cette espèce, ce qui nous a donné vraiment envie d'avancer, d'aller chercher les financements pour construire un programme sur la base de ce que font nos voisins. Donc, pour vous situer, le département de l'Ain, pour ceux qui ne connaissent pas, alors si j'ai trop le pointeur, ça n'a pas marché. Si, voilà. Donc, département de l'Ain qui se trouve dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec Lyon que vous avez ici, et puis Genève, un département assez varié qui se divise en deux avec une partie montagnarde
où on peut avoir du grand tétra dans ce coin-là. Et puis une partie de plaine, où vous avez du ral déjeuner ici. Et là, vous avez la Dombe avec les spatules, même l'Ibis fascinelle depuis quelques années. Et puis ici, vous avez la plaine de l'Ain, plaine de pâturage historiquement, mais qui s'est transformée en plaine de maïs, culture de maïs intensive, où historiquement, bah, c'est un point historique de l'Oudiknem, mais aussi de l'Outarcane-Petière ou autres oiseaux, Clario, alouettes, etc. Et puis aussi, vous avez le Val de Saône, avec quelques sites où on va retrouver de l'ICNEM. Donc là, vous avez en bleu, pardon, les données, toutes confondues, hein, c'est pas que des données de rectification, c'est des données de présence de l'ICNEM depuis les 10 dernières années sur le parc. Donc le plan de conservation, il va avoir des objectifs généraux. On a la préservation d'une surface d'habitat suffisante pour maintenir la population. Donc le premier travail, ça va être de faire l'état des lieux de tous les couples de nicknames que l'on a en parcelles cultivées, mais aussi en parcelles naturelles, pour savoir de quoi on part, et puis ensuite d'avoir un objectif minimum de maintien de ces couples, puisque on est face à une urbanisation de l'agglomération lyonnaise et une intensification des zones cultivées. Le deuxième objectif, ça va être de suivre, bien entendu, les populations et puis de mettre un accent sur la protection des plenicheurs dans les grandes cultures, comme on l'a vu, comme vous le faites de partout. La mise en place de mesures compensatoires aussi, puisque plan de conservation chez nous, en tout cas, si on prend Isère, Rhône comme exemple, ça va partir vraiment sur quelque chose de réglementaire avec un plan de conservation qui va être piloté en collaboration avec Dreal et DDT, Dreal qui est financeur via le Fonds vert, et puis la DDT qui nous a aussi poussé dans ce sens-là quand on a eu l'idée de faire ce plan de conservation, puisque dans divers projets d'aménagement, en fait, le DICNEM a posé problème et il a pu eh bien, ralentir des projets, voire les retarder de plusieurs années, 4 ans pour une zone industrielle, par exemple. Ensuite, donc il va falloir travailler sur ces mesures compensatoires et on a une commande, on va dire, des acteurs du département qui viserait des mesures compensatoires en ne prenant pas de place sur les espaces agricoles. Donc pas des mesures compensatoires du type d'ICNEM, pauvre, enfin, j'ai perdu le nom, mais qui peuvent prendre plusieurs hectares sur des parcelles cultivées pour les minéraliser et avoir des parcelles mesures compensatoires, comme ça peut se faire sur l'estuaire lyonnais, sur une quinzaine, une vingtaine de sites. Donc, c'est pour ça que le territoire de l'Ain pourrait accueillir des actions expérimentales en faveur de l'ICNEM. Et on parlait du détourage de nid, il y avait une question sur est-ce que ça marche? Ben, nous, on va essayer de faire quelque chose. C'est pour ça que la Chambre d'agriculture est partenaire. C'est parce qu'on va travailler avec eux pour voir comment on pourrait faire des îlots de galets, parce qu'on est sur une plaine alluviale, dans la plaine de l'Ain, sur des secteurs qui vont être moins productifs sur les grandes cultures, pour essayer d'avoir une attraction pour le DICNEM, des parcelles qui soient plus attractives sur quelques mètres carrés, on va pas faire des hectares, et que, parce on a repéré, mais je ne sais pas si ceux qui font des relevés sur les plaines alluviales le repèrent aussi, mais souvent les nids de DICNEM vont être dans l'endroit de la parcelle où il va y avoir le plus de galets. On le voit sur la colorisation des parcelles qui sont les plus minéralisées. C'est là que souvent on va trouver le nid. Puis on avait une présentation où parfois le nid est sur un repère visuel. Donc on va tester et puis on espère revenir dans quelques années pour dire si ça marche ou pas euh, là-dessus. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'anticiper la présence de l'espèce sur le territoire pour tous les acteurs, mais aussi pour la conservation de l'Uniclem. Donc là, on a des communautés de communes qui vont pouvoir financer via soit des politiques comme la plaine de l'Ain, soit vraiment des mesures compensatoires comme Rive de l'Ain, Pays de Cerdon. En ce moment, c'est Abus, donc va s'engager, qui est en visio, je crois, aujourd'hui, qui s'occupe de ces mesures compensatoires et qui participe, qui amène ses résultats à la préfiguration de notre plan de conservation. Donc, plan de conservation qui va être cohérent avec tout ce qui se passe sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, vous avez le plan local de conservation du Rhône, l'historique, avec les zones de suivi. Là, ici, vous avez le PLC de l'Isère, avec les zones de suivi. Et nous, on vient de se rajouter ici,
avec une zone qui va prendre uniquement la plaine de l'Ain. On ne va pas s'attaquer tout de suite au Val-de-Saône. On devrait, mais on n'a pas les financements pour, et puis on a une très grande méconnaissance, donc il y a vraiment énormément de travail à mener aussi avec les Rhodaniens, parce qu'il y a deux berges, la Saône et la Deux-Berges. Euh, D'un côté, le Rhône, de l'autre côté, l'Ain, il va falloir qu'on travaille en concertation. Et puis, ben, on va mettre en place, on va vous expliquer tout ça, des zones de suivi dès l'année prochaine dans le cadre du UPR. Donc là, c'est un petit récapitulatif des bilans des suivis qu'on a fait sur ces 2 dernières années. Donc en 2024, on a fait une première année de suivi pour repérer un peu les zones favorables aux EDICNEM. Donc on a prospecté intégralement toute la plaine de l'Ain, donc environ 2500 parcelles, pour essayer de localiser les zones où il y avait plus de couples et des parcelles favorables. Donc on a trouvé quasiment une vingtaine de couples. On n'a pu en protéger qu'un seul, parce qu'on n'est pas en contact encore avec les agriculteurs. Et en 2025, on a visé des zones plus particulièrement, où on avait eu des couples l'année précédente, pour avoir une prospection plus assidue avec un passage régulier sur les secteurs concernés, pour essayer de trouver un maximum de couples et surtout en protéger un nombre plus important. Donc on a pu baliser 10 couples avec un taux d'éclosion assez important sur ces couples balisés. On a constaté que bah, sur les premières nichées printanières, c'était principalement en culture de soja et de maïs. Et plus tardivement, quand les maïs et soja sont trop hauts, ils se reportent sur les tournesols, haricots et hors des cultures, sur les carrières et mesures compensatoires, par exemple. Donc voilà les premières mises en perspective. On a un taux d'oiseaux en culture de printemps important. Pour nous, ça démontre un report des nidifications sur une période tardive, avec des œufs qui ont été trouvés jusqu'au mois de juillet dans des parcelles, par exemple, de haricots. Donc voilà, on sent que si on ne fait pas grand-chose, ce report est déjà généralisé et va se généraliser encore plus. On a un taux d'échec de nidification élevé entre 2024 sans protection en comparaison 2024 et 2025. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'inconnus et la présentation de l'AS2E nous ouvre un peu aussi les yeux sur la capacité de détection de ces jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois qu'ils ont éclos. Euh, donc voilà, mais en tout cas, nous, on pressent, on a discuté avec Steve aussi, qu'il y a quelque chose à faire sur ce territoire, qu'on fait bien d'arriver parce que on, on a l'impression qu'on a une population, lui, une dette écologique dans là, avec des adultes qui arrivent, qui nidifient, mais pas forcément du succès de reproduction. Donc on va avoir l'impression qu'on a une population qui est viable, avec une espèce qui peut vivre plusieurs années, mais en fait, il n'y a aucun renouvellement. Et quand à côté, les voisins travaillent au renouvellement de ces populations, si elles viennent mourir dans le département de l'Ain, ce serait quand même assez dommage. Euh, donc, on va s'atteler à la rédaction du plan d'action. On sait qu'on n'est pas exhaustif sur l'état des connaissances, donc on est en train de travailler sur une carte prédictive de la présence de l'Eudictem criard, à la fois pour alimenter notre plan de conservation, mais aussi pour aller chercher sur des secteurs où on ne serait pas allé au premier abord. On va mettre en place un suivi des mosaïques sur le département. On va renforcer les suivis sur les rassemblements parce que on les suit, mais pas de manière très protocolée depuis le mat. Et en fait, on se rend compte qu'on a des rassemblements qui sont au-delà des couples nicheurs qu'on a localement. Donc, est-ce que, comme on l'a dit, ces rassemblements sont alimentés par des individus qui sont déjà migrateurs? Est-ce que ce ne sont que des locaux? Voilà, la question se pose. Et dans le Val-de-Saône, là, cet automne, on avait un rassemblement de 80, presque 100 individus. Donc, voilà, dans le Val-de-Saône aussi, il y a des choses à découvrir. Et puis, on va se former en interne au bagage spécifique. Donc, Lou va se former pour pouvoir gérer ça quelques années. Et puis, bien entendu, faire le lien avec les collègues Isérois et Rodania, pour travailler ensemble à cette conservation. Donc voilà la carte des zones dont je parlais tout à l'heure, avec les zones qu'on a testées en protocole démo cette année, pour voir si on était en capacité d'assumer les prospections toute la saison de reproduction sur ces 4 zones-là. Donc on a ciblé les zones où on avait des couples connus, donc la zone 4, par exemple, tout en bas, on a 6
C'est à proximité des centrales nucléaires, donc c'est une zone particulièrement intéressante à suivre, notamment dans le cadre d'un projet d'extension d'EPR, un nouvel EPR qui va être construit, donc détruire une surface assez importante d'habitat pour le DICNEM. Et les autres zones où on a des densités de couple plus faibles, mais où on a des rassemblements post-nuptiaux, où les agriculteurs particulièrement coopératifs avec la bio pour tout ce qu'on pourrait faire avec eux en termes d'expérimentation, de bagage, etc. Donc là, pour montrer un peu les apports qu'ont eu ces 2 années de prospection, à gauche, la carte des 5 années précédentes de données avec seulement 5 nichés détectés, alors que ces 2 dernières années, on a eu 11 comptes nichés en 2024 et 18 en 2025. Donc ça nous montre bien que quand on prospecte vraiment beaucoup dans les zones à UTM, on peut en trouver beaucoup plus que ce qui était connu dans les bases de données en prospection bénévole. Et voilà, pour finir sur le bagage, on espère mettre en place l'année prochaine pour essayer de compter de façon un peu plus fiable les couples. Parce que jusqu'à présent, on essaie de ne pas faire de doublons quand il y a un couple qui disparaît et qu'on en trouve un autre pas très loin, on compte en un seul point. Mais peut-être que ce serait 2 couples différents si on avait des bagages qui nous permettraient de les différencier. Et on espère aussi poser des balises peut-être pour notamment autour des centrales nucléaires pour voir ce que ça donne. Voilà. Et juste pour finir, remercier Steve de nous avoir invités et proposé de présenter ça. Nous, on est assisté au colloque pour prendre de l'information. Mais donc, merci de nous donner l'occasion de partager. Puis merci à toutes les présentations parce que nous, petits nouveaux, en fait, on vient puiser plein d'informations. Et même dans le diapo que vous avez aujourd'hui, il y a des réponses qu'on a trouvées aujourd'hui. Enfin, les questions de mon diapo, pardon, il y a des réponses qu'on a trouvées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour la mise en réseau. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on est sur le chat. Ce ratio dérogatoire pourrait-il être assimilé finalement à la compensation de surface inférieure à ce qui est perdu initialement? Oui. Alors, ce ratio dérogatoire, il est encore à cibler, ça dépendra de la mesure. Dans l'idée, on souhaiterait que non. Bien entendu, quand on a une entreprise qui s'installe sur 10 hectares, si on fait des ratios x2, x3, ça peut impacter grandement les surfaces agricoles. Actuellement, la mesure compensatoire sur laquelle on travaille va prendre le relais d'APUS. C'est une mesure compensatoire qui vise à ce que les agriculteurs signent des conventions. Donc là, c'est une zone industrielle qui doit faire une vingtaine d'hectares. Et les agris ont signé sur 450 hectares des conventions pour l'accès aux parcelles, le piquetage, la sensibilisation, etc. Donc, cette forme de mesure compensatoire pourrait venir alimenter le plan de conservation. Voilà. Après, sur les îlots, vraiment, les îlots à l'intérieur des cultures dont on a parlé, ça va vraiment être de l'expérimental avant de le passer sur du ratio dérogatoire, parce que là, on va vraiment sur de l'exploratoire. Texte. Bonjour, Jean-Yves Chetaille, bénévole à l'association Porte de l'Isère Environnement. Donc, je vous présente un petit témoignage façon carnet de naturaliste sur l'adaptation récente de l'édicte Criard à la vie sur les toits dans notre secteur du Nord-Isère, le nord du département du Gers. Donc, notre association, elle vient en appui à la UPO Aura. On en a déjà parlé, avec notamment dans le cadre de l'animation du plan de sauvegarde de l'édicte Criard sur l'Est lyonnais et la porte de l'Isère. Donc, c'est un plan qui a été mis en place en 2015, qui est piloté par la métropole de Lyon et qui vise à maintenir un effectif de 80 couples nicheurs et d'optimiser les mesures compensatoires. Pour ce qui concerne l'intervention de notre association, elle se trouve sur le nord du département de l'Isère, dans le triangle rouge. Donc, vous voyez, il y a des parcelles agricoles et une zone logistique, parc logistique assez grande, qui fait à peu près 11 km carrés. Et nous suivons 15 couples sur cette zone, alors que dans le plan global, du côté de l'Est lyonnais, il doit y avoir 65 à 70 couples.
Donc, on a pu constater que dorénavant, les édicnèmes utilisent les toitures sur tout le long de leur cycle biologique. On s'en est aperçu déjà avec les rassemblements post-nuptiaux depuis 2021, notamment grâce aux balises et puis les observations qu'on avait pu faire en direct. On a pu, grâce à des campagnes de pièges photo et la pose de caméras, aussi noter ils reviennent sur les toitures dès leur retour d'hivernage. On a pu voir des oiseaux qui se reposaient couchés de longues heures sur les toitures début mars. Donc là, c'est encore un autre rassemblement post-nuptial de cette année. Donc on voit qu'ils sont positionnés notamment vers des structures plutôt verticales. Et bien sûr, on a pu observer des parades sur les toitures et des accouplements. Et surtout, cerise sur le gâteau, en 2024, découverte de la première nidification des dicnèmes criards en toiture. Là, c'est le poussin qui a été photographié par un technicien de maintenance que j'avais sensibilisé à l'espèce et qui est monté sur la toiture et a pu faire cette photo. Et de là, il y a eu une opération de bagage avec la LPO Rhône, Paul Adlam et Camille Miro. Et voilà notre E64 qui est né en toiture et qu'on a eu la chance de revoir cette année sur une autre toiture à 1 kilomètre plus au nord. Donc E64, vous voyez, il a bon pied, bon oeil, a priori. Donc pas de souci, et puis vous avez un peu une idée de son biotope. Et en 2025, on a eu la confirmation de la ponte en toiture avec des pontes sur 2 toitures. Sur une première toiture, celle-ci, la toiture de l'entreprise Seva Logistique, qui est une toiture où on a un rassemblement post-nuptial, qui est divisé en 4 casiers, et on a eu sur 3 des 4 casiers une ponte. Donc là, vous avez une première démonstration de cette ponte posée comme ça au milieu du revêtement goudronné. Vous observez 2 petits cailloux pour la décoration. Alors, ces cailloux, ils viennent pas du sol en contrebas, ils sont issus des plots de soutènement des skydomes qui sont un petit peu éventrés et il y a du béton concassé à l'intérieur pour les lester et ce béton s'effrite et les édicnèmes s'en servent pour la déco. Une autre pont, alors qu'elle était un peu plus inspirée parce qu'elle était un peu mieux calée que le plot, parce qu'il faut quand même imaginer que ces toits sont légèrement, elles ne sont pas plats systématiquement, de façon à favoriser l'écoulement des eaux pluviales. Et la troisième pompe, et là c'était 2 œufs qui sont calés sur des câbles de paratonnerre. Donc toujours les petits cailloux. Là, c'est le poussin qui est issu de cette pompe de 2 œufs qui a été flashé à sa 5e heure de vie. Et là, c'est un autre couple sur une autre toiture. On pense que ce couple avait fait déjà une première nichée réussie là, au printemps, puisqu'on avait pu photographier 3 individus, dont visiblement 2 adultes et un jeune proche de l'envol. Et là, il a tenté une deuxième nichée, mais qui a été probablement prédatée. Donc, calage de l'œuf, toujours. Alors, sur les toits, on y meurt aussi, puisqu'on a trouvé des cadavres d'édicnèmes qui avaient une patte cassée. Donc, bien sûr, ça soulève beaucoup de questions, vous imaginez, de savoir si c'est une adaptation positive ou si c'est une impasse. Donc, dans les avantages apparents, nous n'avons pas de prédation par les mammifères. Il n'y a pas d'intervention humaine, très peu. Et par contre, les contraintes, c'est la prédation aviaire qui est accrue par notamment corneilles, puis goélands et potentiellement aussi le milan noir sur les poussins. Autre problème, le glissement des œufs. Donc ça a été constaté parce que on avait mis un piège photo sur un œuf et puis petit à petit, l'œuf a glissé et a disparu du champ visuel. Donc, je suppose qu'il a été prédaté. Alors après, il y a le facteur type de revêtement. Sur les photos, vous avez peut-être vu, c'est des revêtements un peu goudronnés qui sont légèrement granuleux.
Mais de plus en plus, les entreprises logistiques mettent des revêtements très lisses qui sont de couleur plus claire pour lutter contre le réchauffement. Et apparemment, ces revêtements très lisses, ils ont peu d'avenir pour les digues. Et bien sûr, la surchauffe des digues avec les épisodes de canicule qu'on connaît, voilà. Accessoirement, il y a la configuration des toitures avec la présence de parapets plus ou moins élevés et du nombre de casiers, puisque, encore une fois, les toits sont très grands, ça va de 2 à 4 hectares. Donc, sur la toiture où il y a eu 3 pontes, le toit est divisé en 4 casiers. Illustration du risque de prédation par les corvidés. Donc, à gauche, vous avez l'édicnème qui est avec son œuf près du plot, et puis la corneille qui guette. Alors là, c'est la question, c'est pour illustrer la question du réchauffement, enfin des canicules. Là, on a observé sur plusieurs photos que le pouveur ventilait l'œuf en agitant les plumes façon éventail. Là, c'est 5 heures avant que le poussin naisse et ça affichait 43 degrés le piège photo, mais sur le revêtement, ça devait être beaucoup plus. Donc, dans cette discussion, la disponibilité en proie, la ressource alimentaire, c'est une autre question. Alors, on peut penser que sur les toitures, il y a pas de nourriture. Il y en a quand même un peu, puisqu'on a pu les yeux observer soit des papillons, soit des coléoptères, notamment des édipodes, et puis voir quelques coléoptères. Et il y a aussi des accumulations de matériaux minéraux et organiques amenés par le vent, qui peuvent être des lieux pour le développement d'une microfaune. Et surtout, on a vu sur des photos soit un jeune d'édicnème, soit un adulte qui visiblement picorait à la surface du toit, et on l'a remarqué pour d'autres espèces pivavardes, corbeaux et choucas, et tourneaux. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la grande variabilité des surfaces de toiture, de 2 à 5 hectares, puis la configuration de la toiture. Et il y a aussi des présences de flaques d'eau donc, pour illustrer, là, on voit le poussin, c'est extrait d'une vidéo en haut, le poussin qui a été bagué cette année, Z28, qui est vu se précipitant pour picorer une proie. Et là, c'était E64, l'année précédente, qui visiblement se nourrissait sur la toiture. On a peu de photos, on n'a pas encore dépouillé tous les pièges photos, mais on a peu de photos d'alimentation de jeunes, donc on ne peut pas trop préciser le type de proie qui sont adaptées. Et si sur les toitures, la ressource alimentaire est rare, en revanche, entre les bâtiments de la zone logistique, il persiste une trame verte avec des pelouses et des prairies en gestion différenciée, et aussi des allées minéralisées qui peuvent être intéressantes pour les orthoptères, et les pelouses tondues qui sont intéressantes aussi pour les vers de terre. Certaines pelouses sont saturées, donc se pose la question des traitements antiparasitaires et des conséquences sur la faune coprophage. En ce qui concerne la dépense énergétique des adultes, c'est la troisième question. A priori, les allers-retours ne se font pas sur des très grandes distances, puisque généralement, les zones d'alimentation, comme on le voit sur la photo, se trouvent à moins de 200 mètres, et la hauteur des toitures fait 12 mètres. Voilà, donc est-ce que ça va être un facteur sur l'alimentation des jeunes? Mais pour l'instant, les 2 jeunes qui ont été bagués avaient un poids fait correct. Là, c'est une photo pour illustrer le secteur qu'on surveille avec la parc logistique dont je vous parlais. En rouge, c'est les nids qui ont été cette année en toiture. Et en mauve, il y en a 3, c'est dans les parcelles agricoles. En bleu, c'est les zones artificialisées. Et en jaune, c'est des couples cantonnés dont on n'a pas pu prouver la nidification. Alors après, on va parler du cas de ce couple en bas, là, en jaune avec la flèche, parce qu'il a été chassé de son chantier où il s'était installé depuis 2 ans, parce que la construction a avancé et malgré la zone d'exclusion qu'on avait définie, il y a eu du dérangement.
Et depuis plusieurs semaines, on voit qu'il est uniquement quasiment sur des toitures. Tous les écheveaux, vous voyez, les pelotes, c'est des toitures de bâtiments logistiques. Donc la question qui se pose, est-ce qu'il n'a pas fait une pompe de remplacement en toiture? Voilà, avec cette photo d'envol, n'édifie sur les toitures un atout adaptatif ou une impasse écologique. Donc la suite au prochain numéro. Pendant qu'il y a des questions, et après on va faire une petite pause pour ne pas prendre trop de temps. Est-ce lié, alors c'est plus loin est-ce lié à un manque d'habitat favorable à proximité directe? Question est difficile puisqu'on n'a pas de données historiques avant l'urbanisation. Donc, on ne sait pas dans cette plaine agricole, avant que le plan logistique se s'installe, quelle était la densité de couples. Sur les parcelles agricoles tout autour, on a entre 3 et 5 maximum couples en parcelles agricoles. Donc, on a moins de couples globalement en parcelles agricoles qu'en milieu artificialisé. Donc après, je pense que c'est plus l'aspect quand même tranquillité qui peut jouer dans notre contexte très anthropisé et urbanisé. Okay. Après, j'ai une question concernant le C'est une des vidéos. Non, non, c'est une de ces vidéos. Est-ce qu'il y a eu des tests sur l'apport de gravier? Alors, qui est lié, je vais te le passer tout de suite. Est-ce qu'il y a eu un travail avec les entreprises concernées qui ont envisagé, concernant les revêtements, super, on va super d'accord, qui serait moins favorable à l'investissement des œufs et la pellicule? Oui, alors bien sûr, c'est autant de questions qu'on s'est posées sur la question de mettre des graviers. Alors, moi, je l'ai supposé, et alors, tout naïvement, je suis monté avec mon sac à dos rempli de cailloux et de gravier, et j'ai fait trois patchs de gravier soigneusement entourés d'un galet un peu plus important que j'ai mis sur la toiture de là où il y avait eu la première nidification. On a mis la caméra, donc on a constaté que les oiseaux sont revenus dès le début mars, qu'ils se sont reposés à côté de mes patchs. Il y a eu l'accouplement, les parades, mais après, à partir de fin avril, la toiture a été désertée. Donc, et en plus, c'était des patchs de taille modeste, parce que par rapport aux toitures qui sont métalliques, il ne faut pas qu'il y ait de surpoids excessif. Parce que même, ils ne peuvent pas poser, par exemple, des panneaux solaires sur les toitures. Et puis, pour la discussion avec les logisticiens, ben, on la commence, on y va petit pas. Mais il y a un accueil assez favorable des entreprises par rapport à l'espèce, donc ils communiquent en interne sur cette espèce. Il y a même une entreprise où ils ont mis des référents biodiversité dans leurs différents bâtiments. Mais la question qui se pose aussi, c'est la gestion diversifiée des espaces verts, parce qu'il peut y avoir un effet pervers. S'il y a trop de parcelles en herbe haute, ça peut être préjudiciable à l'accès à la nourriture. Donc, il faut arriver à maintenir aussi des pelouses régulièrement tondues rares. Encore une question. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs de France où il y a des nidifications en toiture suspectées? Alors, moi, je peux y répondre parce que dans le cadre de notre boulot, j'ai trouvé exactement le même type de nidification, mais sur une toiture qui était assez végétalisée, en hiver, sur un site Veolia de crois. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre de plus en plus. Et même le tigre à l'eau, je pense qu'il y aurait aussi. C'est un site gazier, non? Ouais, c'est un site gazier. C'est un site gazier. Ouais, peut-être quand même assez dans 15 mètres d'eau. Mais végétalisé. Ouais, en partie avec beaucoup de mousse. Ouais. Ah oui, la mousse. Ouais, alors, quand je dis végétalisé, c'est pas volontaire, mais C'est des sédums, non? c'est des sédums. Souvent, c'est du sédum. Et
Il y a une autre question. Je vais vous faire passer deux ou trois petites vidéos. Enfin, on va voir après au niveau du timing ce qu'on est. Moi, je veux juste en tant que je vais garder la casquette de référent du programme national et dans le but, il faut qu'on rentre dans une démarche collective, collaborative, c'est-à-dire que il faut faire attention. C'est pour ça que c'était important d'ajouter à l'intérieur de cette présentation le questionnement autour de puits écologiques parce que on le voit bien, ça peut être perçu comme une forme d'opportunité pour un grand nombre de déploiements d'infrastructures logistiques. Et il faut faire attention à ne pas s'engouffrer dans une porte en disant, bon, bah, ça va. Si on impacte le milieu naturel et on a un centre logistique, c'est pas grave parce qu'en fait, ils vont pouvoir être en toiture. Non, c'est pas aussi simple que ça. On a très peu de données. Il faut qu'on puisse standardiser la méthode de suivi de ces oiseaux. On avait avec Paul déjà eu, je sais plus, l'année 2021, même 2022, on avait un oiseau avec GPS qu'on trouvait à chaque fois sur les bâtiments. Et en fait, on s'y est rendu, on a trouvé des petits cailloux. Mais on n'a jamais trouvé trace. Donc, il est probable que déjà ça date. Depuis combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, même s'il y a un peu de ressources et ça n'a pas été réellement évalué, la ressource est extrêmement faible. La question qui se pose, c'est quelle est la viabilité de l'installation de ces oiseaux sur les toitures. Donc, je pense qu'il faut qu'on rentre dans une démarche, et là, j'en appelle à tous les bureaux d'études, à toutes les ONG de conservation, à travailler de pair avec le GEPOC dans le cadre du PNO pour qu'on puisse le faire de manière coordonnée, pas que ça soit fait localement ou régionalement de manière non structurée au niveau national, qu'on soit en mesure d'uniformiser nos méthodes de suivi, de remontée d'informations et qu'on puisse faire des propositions qui soient identiques à l'échelle nationale. C'est la seule manière de pouvoir en tirer, je dirais, des conclusions qui puissent être pertinentes pour faire des recommandations, je dirais, les plus, euh, les plus efficaces possibles. Donc voilà, j'en appelle vraiment à tout le monde pour qu'on travaille de pair ensemble pour mettre en place ces études-là. On a, nous, une convention qui va se signer, il le rappelait ce matin, Raimé, avec un centre logistique. Le but, c'est de le faire de pair avec la LPO, avec l'API et tout autre acteur ou partenaire qui suspecte potentiellement la présence de rassemblements ou d'oiseaux qui nicheraient sur des toitures. Et d'ailleurs, je vous questionne, parfois, vous avez peut-être des rassemblements qui disparaissent sur des zones artisanales qui ont été fortement impactées. Prospectez les zones artisanales, les zones de centres logistiques, parce qu'il est fort probable que les oiseaux soient sur les toitures. Ah oui. C'était l'objet de ma question. Ouais. Et qui nous concerne particulièrement justement nous en Île-de-France, où c'est très urbanisé, on a justement et on a quelques retours d'expérience justement, on a des oiseaux, je crois sous le contrôle de Gérard, mais qui fréquentent justement des toitures. Donc, il y a aussi d'autre part en France, Ouais. les toitures sont fréquentées. Ça, je pense que clairement, c'est une tendance qui va augmenter à l'avenir. Parce que c'est des oiseaux, on le voit bien, les sites de rassemblement sont proches des villages, sont proches des villes. Et le morcellement, il se fait à proximité directe. Donc ça veut dire que ces sites de rassemblement, le repli, ça va être les toitures. Donc de plus en plus, on va en avoir. Enfin, je vous lance ça et puis on... Là, c'est les retrouvailles en début de rassemblement post-nuptial. Je vais te les mettre. Je profite. Juste après, on fait la pause. C'est une communication à l'adresse du colloque. On fait la pause plus rapide que prévu parce qu'on a pris du retard. Et j'en profite pour parler de pédagogie qu'a rapporté Justine à Maison de la nature du ride et de l'Alsace centrale qui sont au milieu de l'expo. Donc, c'est marrant. C'est retour vers le futur. Là, il y a un gros questionnement, comment je fais pour descendre? Alors, attends.
Alors, La suite, alors. ouais. Et la suite, en fait, il glisse comme ça. Voilà. On peut partir en petite pause. On reprend 15h38. Oui, Ah oui. portez aussi les tasses, s'il vous plaît, qui traînent dans la salle, dans l'envie. S'il y en a qui ont emporté les tasses et les gobelets, Petite tasse, petit. portez-les. Les prêteurs vont les rendre.